est-il possible d'atteindre une certaine vérité dans le domaine de l'information? Quelle vérité l'information peut-elle atteindre? Quelle vérité? Voilà, C'est du Doppler, et en vérité, il y a du Doppler. Voilà, parfait. C'est une question que nous pose le Centre Lacordaire à travers un sympathique défi, et cette question nous ouvre des abîmes de perplexité devant ce qu'elle révèle par sa formulation même, une certaine vérité. La vérité est-elle modulable? Peut-elle être relative, approchée, suggérée? Ou bien au contraire est-elle un bloc, une évidence, un donné tel que la conscience humaine et son champ perceptif ne puissent qu'en traduire fidèlement l'évidence? Éternelle question qui se pose au transmetteur, donc au journaliste, mais aussi au témoin, lui-même parti d'un réel qu'il tente de saisir. Je vais essayer de cerner cette problématique en posant d'abord les outils déontologiques et matériels dont disposent les journalistes pour approcher un réel qu'il nous faut d'abord définir et pour transmettre un message aussi proche que possible de la vérité des faits. Puis je vais évaluer ou essayer d'évaluer quelques limites et quelques failles dans cet outillage dont disposent les journalistes, et enfin tenter de tracer quelques pistes d'ouverture pour trouver des solutions aux problèmes inextricables que nous allons aborder. Approcher le réel en vérité. Premier sous-chapitre. Tentons d'abord de définir à quel objet s'applique la notion de vérité, cette qualité propre à un message. Ce que le vocabulaire journalistique nomme le fait est une résultante de l'acte humain ou de phénomènes naturels, et bien sûr du couple formé par l'interaction des deux, mais aussi de leur environnement et de l'histoire. En 3 mots, l'action, l'espace, le temps. La particularité du fait, de ce que nous appelons le fait, tient à nos yeux à son caractère nodal. Un nœud marquant la conscience que nous avons du cours du temps, qui fait événement par l'effet du hasard, diront certains, de la complexité, diront d'autres, d'une volonté supérieure à celle de l'homme, diront d'autres encore. On peut y voir l'esprit à l'œuvre par l'intermédiaire de la liberté du vivant. Le fait, ce point nodal, rythme le continuum de l'histoire et du monde créé. J'emploie ce terme de nœud à dessein. Il renvoie à l'idée du tissage du temps, de l'espace vécu par les hommes dans l'exercice de leur volonté et dans l'épreuve de leur destin. Cette activité de tissage, au sens pratique d'ailleurs, est un exercice sacré, notons-le, dans les sociétés traditionnelles, par la puissance symbolique qu'il véhicule. Le tissage. Notre langue garde des expressions saisissantes issues de ce terme, parlant de dénouement d'un drame, d'une intrigue qui se noue, sans parler du nœud gordien qu'il convient de trancher, ou de la plus prosaïque gorge nouée face à ce qui sort de la banalité des parcours et des destins. Le fait devient événement quand ce point nodal rompt la linéarité simple du temps et de l'espace. Il est un surgissement, une irruption qui renvoie l'être à un mystère qu'il ne maîtrise plus. Ou plutôt, il rappelle à l'être qui croit, par l'habitude, s'approprier le réel, qu'une instance autre participe, ordonne à sa façon et donc désordonne du point de vue humain la marche des temps. La volonté humaine y trouve l'une de ses limites. Comme se manifestent d'autres limites par d'autres événements, fruit des contradictions entre les volontés humaines opposées ou diverses. Là encore apparaît un nœud événementiel dont la dynamique, qui a été
magnifiquement décrite par Girard, René Girard, submerge l'être et les sociétés, emportés parfois par l'enchaînement des passions contraires, des violences mimétiques, disait Girard. Je vois Satan tomber comme l'éclair. Plus positivement, enfin, cet événement, ce nœud factuel, survient encore lorsque la volonté et l'action humaine parviennent, par l'effort et le savoir, à modifier un réel donné. Mais là encore, l'émotion de l'inhabituel renvoie à une démesure à laquelle s'est comparé l'humain dans telle ou telle réalisation exceptionnelle. Ça peut être le pont de Millau, ou ça peut être la conquête de la Lune. Ainsi, que ce soit par la voie de la surprise, du fatum ou du défi, la notion d'événement renvoie-t-elle toujours à une dimension métaphysique. Le nœud qui en constitue le cœur inclut une part de ce vertige que tente d'ignorer ou d'oublier la banalité. Pour appréhender, verbaliser et transmettre ces faits, les journalistes et plus largement les transmetteurs épris de vérité. J'insiste toujours, les dernières fois que je suis venu voir ici nos amis dominicains, c'était pour insister sur le fait que tout le monde est transmetteur. Le journaliste par sa profession, mais chacun transmet et chacun est responsable de ce qu'il transmet. Donc pour appréhender, verbaliser et transmettre ces faits, les journalistes et plus largement les transmetteurs épris de vérité, nous sommes tous concernés, disposent d'outils moraux et de balises conceptuelles que la doctrine, le droit et l'usage nous fournissent. Je passerai d'abord rapidement sur l'appareil juridique qui encadre l'information, mais aussi tout message public. La législation sur la diffamation, ou le respect de la vie privée, en particulier concernant la photographie, en France est abondante et contraignante, particulièrement contraignante en France. La diffamation, précisément, consiste à mentir en vue de porter atteinte à l'image d'une personne. Cet arsenal juridique permet de protéger la vérité d'un être contre la diffusion d'une description déformée, dépréciative, mensongère, de sa nature et de ses actes, loin de la vérité. La plus frappante application de ces règles concerne la présomption d'innocence. Le simple fait de qualifier une personne d'auteur présumé d'un méfait ou de la représenter photographiée avec des menottes, tout cela avant qu'elle ne soit jugée coupable, suffit à une condamnation pour diffamation, 15 000 €. Des avocats spécialisés à Montpellier qui épluchent tous les journaux tous les matins et qui ensuite vont voir les détenus en détention provisoire pour leur dire voilà, si vous acceptez, signez là et vous aurez 15 000 moins 30%. Voilà. Ça marche à tous les coups. Donc cette question de la diffamation illustre un principe qui doit habiter toute communication en quête de vérité, l'absence de doute. En l'occurrence, toute personne non déclarée coupable est présumée innocente. Cette recherche d'une narration débarrassée du doute impose par ailleurs la précision. Une information non recoupée ou dûment attestée par un témoin ayant autorité doit mentionner ses sources, afin d'en préciser aux yeux de l'interlocuteur, du récepteur, le degré de crédibilité. Évaluer le doute pour évaluer la véracité. Nous commençons à toucher par là la question de l'approche de la vérité dont on va voir l'importance. Mais revenons aux outils dont dispose le transmetteur pour saisir ce réel au plus près du vrai. La doctrine catholique à ce sujet est d'une richesse indéniable, malgré une certaine forme de brièveté dans son catéchisme. Je cite, « Le mensonge est condamnable dans sa nature. Il est une profanation de la parole qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue.
nous dit le catéchisme de l'Église catholique au chapitre du 8e commandement. De même, ce texte exige, tout comme notre droit positif français, le respect de la réputation des personnes. C'est à ce chapitre aussi qu'est traité de l'usage des moyens de communication sociale qu'il place d'abord et avant tout au service du bien commun. Je cite encore, « Au titre même de leur profession dans la presse, leurs responsables ont l'obligation, dans la diffusion de l'information, de servir la vérité et de ne pas offenser la charité. » Poursuit-il. On notera que la seule vérité ne suffit pas, tant son approche est malaisée. La société a droit, nous dit encore ce texte, à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est un appel à dépasser, dans la recherche des faits, la simple constatation passive. Justice, solidarité, bien commun, voici des motifs de recherche de ces points nodaux susceptibles de faire événement, de constituer une révélation propre à contribuer à cette justice, à cette solidarité, à ce bien commun. À travers des reportages de terrain, à travers des enquêtes, comme à travers l'analyse critique de séries statistiques ou le rappel de déclarations antérieures d'un homme public qui permet de comparer l'évolution des discours, enfin d'évaluer l'évolution du discours et sa crédibilité. N'est-ce pas? Il revient au journaliste de débusquer ces mots, MOTS ou MAUX, les deux, cachés, ces réalisations oubliées, ces paradoxes éclairants et ces destins ignorés. Tout être fait événement à sa mesure. Le défi est d'identifier l'événement à la mesure de la communauté à laquelle s'adresse le journaliste. Si l'on peut comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire, et nous savons au demeurant que le réel entier n'est par définition pas dissible, dire tout le réel est totalement impossible. On sait aussi que toute vérité voit sa transmission heurter des intérêts plus ou moins puissants. Dire qu'une entreprise est en déficit heurte l'intérêt de salariés redoutant d'être licenciés après que les fournisseurs auront pris peur à la lecture de l'information. Dire qu'elle se porte à merveille, au contraire, peut inquiéter son propriétaire qui risque d'être consécutivement l'objet d'une OPA ou d'une demande de hausse de salaire. La transmission des faits, en vérité et en indépendance, est donc un combat, pour paraphraser une certaine Nogorie. Car le réel en ce monde est aussi la résultante des tensions et des contradictions d'une humanité travaillée par les puissances de la dissociation. L'ego, la peur du devenir, l'appétit de pouvoir, la sécularisation des idéaux, etc., etc. Vous les connaissez mieux que moi. Nous revenons là sur la question de la nature de ce réel dont nous plaidons la transmission en vérité. Que nous dit la doctrine là-dessus? La pratique du bien, je cite, s'accompagne d'un plaisir spirituel gratuit et de la beauté morale. De même, la vérité comporte la joie et la splendeur de la beauté spirituelle. Fin de citation. Voici surgir une dimension inattendue dans l'évaluation de la nature de la vérité, celle de la verticalité. On peut se souvenir qu'au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe, les premiers périodiques d'information publiaient des poésies sur leur première page. Et que la Croix publie encore de nos jours une méditation sur la parole du jour. N'est-ce pas là aussi une façon de relater le réel, car le réel inclut le mystère? Le premier des réalismes est de connaître, et de parvenir à connaître la limite du réel perceptible par l'homme. Là est la principale divergence
entre une acception purement positiviste, horizontale, d'humanité à humanité, du devoir d'informer, et une acception plus spiritualiste, chrétienne ou autre. Si la place de l'homélie n'est probablement pas dans le journal qui relate le cours des choses, la seule conscience d'agir dans un monde surplombé par la création divine et habité par l'impératif de reconnaissance de l'autre peut induire chez le journaliste un respect particulier pour un réel aux dimensions et aux racines soudain incommensurables. Bref, une recherche sincère de véracité et par là un témoignage porteur d'un sens qui le dépasse. Ce n'est pas rien en pratique. Car voici qui ouvre des chemins vers l'autre ignoré, celui ou ceux qui ne disposent ni de services de presse, ni d'appareil syndical. Ceux chez lesquels l'événement se noue en silence, sous la chape de plomb de la pauvreté, mais ce peut être aussi sous la chape de plomb de la drogue de luxe, de l'amour négligé pour l'argent, de l'idolâtrie du travail ou du succès. Les drames du silence, mais aussi leurs solutions et éventuellement leur dénouement. Après avoir essayé d'approcher ce qui peut nous permettre de saisir une part de vérité, je vais essayer maintenant de réfléchir un petit peu sur les grands obstacles qui s'opposent à nous lorsque nous essayons de transmettre une part du vrai. Nous avons parlé ainsi de recherche sincère et donc modeste, car le vrai ne peut se concevoir sans exposer l'intime et ultime raison qui préside à la recréation perpétuelle du présent, et cela ne relève pas du journalisme. Ça relève peut-être de nos amis dominicains. Sans cette raison-ci, il n'est que tâtonnement. Partis d'un réel qu'ils tentent d'objectiver, les journalistes et leurs médias ne peuvent se poser en juge et se doivent donc d'admettre qu'ils ne sont et qu'ils ne portent, qu'un reflet partiel du vrai. De même que toute information ne revêt aucune valeur sans l'énoncé de sa source, ainsi aucun récit du réel ne vaut-il sans la signature informée du titre qui le reproduit, et puis aussi de son auteur. Le Monde n'est pas le Figaro, la Croix n'est pas présent, les Échos ne sont pas l'Humanité. Et pourtant, chacun tente de transmettre une part de vérité. Et n'en sont donc quelques écueils qui éloignent le vrai, perturbent sa perception et limitent sa transmission. La raison commerciale d'abord, mais aussi l'a priori culturelle, sont deux adversaires du vrai, tout en étant étrangement aussi leurs conditions. Parce que le témoignage et la transmission exigent un travail professionnel qualifié, des moyens techniques coûteux, l'information doit être rémunérée et pour cela doit trouver un marché. Or, qui dit marché, dit échange entre deux parties d'équivalente puissance. Mais la tentation est grande de maximiser les revenus de la transmission de l'information en soumettant ces contenus aux appétits supposés de ce marché. La démagogie, on peut appeler ça ainsi, mène alors les informateurs à privilégier les thèmes excitant les instincts et les pulsions. Tout à l'heure, le frère Rémi parlait de l'affaire Gaillet, d'un président qui part en scooter rue du Cirque pour tromper sa maîtresse officielle, c'est un thème qui a très très bien marché et on l'évalue avec beaucoup de précision maintenant grâce à Internet, puisqu'on sait à la seconde près le nombre de clics, le nombre de visions papier par papier. Cette tendance met en péril, cette tendance à la démagogie éditoriale met en péril la hiérarchisation rationnelle, celle qui tente de répondre
à l'intérêt général de notre information. Vous voyez, c'est quand même très important de voir que, et je vais vous en parler, qu'Internet est un média, est un support qui, par son interactivité, favorise précisément cet aplatissement de l'informateur devant le caprice du marché. Par exemple, il est plus appétissant de se voir offrir l'histoire d'un gamin de banlieue jetant un chaton contre un mur, le célèbre Farid de la Morlette, à Marseille, vous en avez peut-être entendu parler, et qui s'est fait condamner à un an de prison ferme. Donc plutôt cela que l'analyse critique du projet de loi sur la formation professionnelle. Le désir éloigne la perception d'une réalité irréductible à l'ego. Ce risque atteint son paroxysme, je le disais, dans l'interactivité d'Internet. À chaque minute, l'émetteur journaliste sait exactement le nombre des consultations, article par article, et peut et doit hiérarchiser leur présentation en fonction de ce critère-là, et si possible, exclusivement. Un dimanche matin, par exemple, la réaction Internet du site d'un journal connu ici, vous allez entendre un rédacteur, ou un dimanche en début d'après-midi, qui va vous dire « il n'y a vraiment rien à faire sortir, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver qui fasse monter l'audience ?» Le papier, en revanche, le support papier, parce qu'il livre un ensemble stable de données finement hiérarchisées, dont l'ordre n'est au pire qu'élaboré en fonction d'enquêtes relativement peu fréquentes ou de chiffres de vente globaux, parce qu'il induit une distance temporelle, protège au moins partiellement l'émetteur de cette dépendance immédiate par rapport au marché. Or, dire ce qu'on estime approcher du vrai exige une protection, un espace de neutralité et de sérénité. Ensuite, avec l'a priori culturel, ce n'est plus la question de l'appétit du seul récepteur de l'information qui est posée, mais bien sûr celle de l'ego de l'émetteur. Le journaliste n'est pas neutre, il a ses caprices, comme le marché. Le journaliste perçoit le réel à travers une trame interprétative, langagière, culturelle, historique, psychologique, socio-économique. C'est la condition même d'ailleurs de sa compréhension du réel. Et c'est sa limite. Comment le journaliste contribuable ne peut-il exprimer une sensibilité particulière à la fiscalité ou au trop-plein fiscal? Et comment le journaliste conjoint d'une épouse au chômage ne peut-il au contraire valoriser les initiatives publiques visant à plus de redistribution, donc à une augmentation de la pression fiscale? Le palliatif le plus évident et le plus éprouvé à cette prégnance de la subjectivité sur l'acte de saisir et de transmettre reste bien sûr la collégialité, un moyen d'appréhension du réel, mais aussi d'élaboration de la décision, pratiquée, comme chacun sait, par les sociétés éprises de sagesse, et puis les Grecs, incluant nos amis dominicains, pratiquent la collégialité. Mais ce remède qu'est la collégialité exige dans les rédactions des effectifs suffisants pour que l'élaboration du message puisse s'appuyer sur une vraie pluralité de compétences et de sensibilités. Ce qui, en cette période de mutation économique de la presse, est devenu difficile. Si on avait 4 ou 5 relectures d'un papier voici 30 ans, on n'en a plus qu'une aujourd'hui. Vous aviez un rédacteur, vous aviez un rédacteur en chef, vous aviez un secrétaire de rédaction, vous aviez un chef de nuit et un secrétaire de rédaction de nuit. Et puis parfois à l'atelier, vous faisiez remonter des critiques aussi, d'ailleurs, en disant attention, là, ce mot, on ne comprend pas trop, etc. Donc, la crise des médias et la course à la rentabilité a sans aucun doute diminué la puissance des rédactions et leur pluralité. Sur le plan qualitatif,
ce remède qu'est la collégialité exige aussi une hétérogénéité suffisante du groupe rédactionnel. Or, le cursus de formation par des écoles spécialisées qui ont désormais le monopole ou quasi-monopole du placement des journalistes auprès des rédactions, ainsi que l'origine sociale des journalistes, qui s'homogénéise de plus en plus, limite, au jour d'aujourd'hui, cette diversité. Et on pourrait ajouter à cela que pardonnez-moi ce néologisme, mais la technicisation, le fait que les journalistes soient formés à la technique de la transmission plus au référentiel de fond, limite aussi cette collégialité en limitant la compétence. On a des jeunes qui sortent d'école de journalisme et qui sont parfaitement au point pour ce qui est de jouer avec un site internet ou avec un smartphone qui fait de la vidéo, du son, de la photo et qui l'envoie dans la seconde, etc. Mais qui vous pose la question suivante quand vous vous retrouvez, ça m'est arrivé une fois à Lourdes, quelqu'un de l'AFP qui se penche vers vous pendant une conférence de presse et qui vous dit mais c'est quoi l'Eucharistie? Ça je l'ai vécu. Et il y en a eu d'autres, hein, parce que bon, et pas dans ce domaine-là. Hein. Abordons maintenant la question des obstacles à la perception du vrai, pas seulement à sa transmission. Vaste programme, surtout lorsqu'il faut ensuite le coder pour le transmettre. Le réel tel qu'il s'expose à l'observateur est caractérisé par sa dimension temporelle et en perpétuelle mouvance, ses dimensions physiques et sa composante humaine. Percevoir, c'est saisir par nos sens étroits une réalité qui les englobe au point de les noyer. Une photographie implique un champ limité, un point focal donné, une ouverture saisissant ou non le mouvement. Elle ignore l'antériorité et son extension, la vidéo, ne saisit du temps qu'une plage fragmentaire. À l'auteur de choisir laquelle. Le texte écrit, lui, synthétise mieux, mais il interprète. L'image saisit l'apparence du vrai en privilégiant l'émotion du symbole. Le texte, parce qu'il mobilise tous les sens et intègre l'expérience du temps, s'approprie la profondeur des choses et des actes humains, ou tente de le faire, mais au prix de l'intervention manifeste de la personnalité du locuteur, du journaliste. La force de l'image, son apparente véracité, elle, masque aisément l'intention de son artisan. Faut-il privilégier sur un accident de la route la représentation du corps démembré ou celle de la trajectoire folle? Celle du visage de l'enfant qui vient d'y perdre sa mère ou celle du sauveteur parvenant à ranimer un blessé? Tout ça sur le même accident. Toutes, me direz-vous, mais lorsqu'on peut n'en publier qu'une. Car le codage, la rédaction du message, quel qu'en soit le support, impose de strictes contraintes. Dire « le monde » reviendrait à se taire, tellement le monde est vaste. La contraction du réel en un message assimilable impose de résumer le réel par le langage, en conscience, et par ce simple fait, pose la subjectivité comme une part incontournable du message. Nous revenons ici pour tenter de conjurer le vertige qui nous habite. Face à ce couple de l'immensité du réel et de l'étroitesse du message humain, aux voies suggérées par la doctrine. Rechercher le bien commun, la charité, respecter la pudeur. La photo de l'accident, alors, sera peut-être celle de la trajectoire, suggérant les causes, les circonstances, les degrés de responsabilité, ou bien celle de sa conséquence, l'enfant. Essayons de trouver quelques pistes plus dynamiques, parce que là, pour l'instant, on est dans l'interrogation. On perçoit ses limites, et on se heurte en permanence à la limite de l'espace. On n'a qu'une photo, on n'a que 65 lignes.
On a un titre qui fait que 8 mots. Et c'est pas facile tous les jours. Hein. Nous avons évoqué, au début de ce propos, les préconisations fournies par les textes que je vous ai cités à l'intention des informateurs. Leur dimension essentiellement morale laisse ouvert tout le champ professionnel, qui, nous allons le voir, ne se limite pas à la seule technique, bien au contraire. Nous avons vu combien comptait la collégialité face au tropisme de la subjectivité individuelle. La compétition économique et technologique en limite malheureusement les bienfaits de plan social en plan social. On l'a dit. La même contrainte tente à handicaper aussi le critère de compétence. Les rédactions exigent de plus en plus une polyvalence de la part des journalistes. Or, la maîtrise des données périphériques d'un sujet, son histoire, son contexte, la personnalité de ses acteurs, ses aspects quantifiables, juridiques, politiques, ne s'improvise pas. Si l'excessive spécialisation des journalistes peut déboucher sur de la connivence intellectuelle d'abord, parfois intéressée aussi, la naïveté, l'impréparation les privent des outils critiques comme des outils conceptuels nécessaires pour appréhender les faits en toute indépendance. Collégialité, compétence, et nous venons de prononcer le mot indépendance. L'autonomie économique du support est essentielle pour éviter que la vérité qu'il tente de transmettre ne soit obérée par les pressions et les intérêts. Celle des annonceurs, qui peuvent vouloir influer sur la ligne rédactionnelle. Celle des financeurs, lorsque leur capital est menacé ou il n'est pas assez rentable ou rentabilisé. L'acte d'achat par les multiples lecteurs est donc essentiel car il éloigne le poids d'acteurs financiers trop puissants. Le New York Times se félicitait ainsi récemment, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, d'augmenter la part de son chiffre d'affaires constituée par ses recettes de vente aux dépens de ses recettes publicitaires. Le Canard enchaîné se vante de n'être financé que par ses lecteurs. Il n'y a pas une ligne de publicité. À l'opposé, les journaux gratuits, papier ou Internet, ne sont financés que par leurs annonceurs, comme d'ailleurs les radios et télévisions hors service public. Question sur le degré d'indépendance de chacun. Tout n'est pas simple cependant. Alors là, on peut donner des exemples de pression des annonceurs. Je me rappelle très bien, à Midi Libre, voici un quart de siècle, avoir vu, je ne sais plus si c'était les maisons Phoenix ou un autre constructeur de maisons de bas de gamme, retirer son marché publicitaire à hauteur de plusieurs millions de francs à l'époque, parce qu'un article d'une jeune journaliste qui était la fille de Nora, elle s'appelait Dominique Nora, était allée interviewer des propriétaires de ces maisons qui se plaignaient que ça fuyait de partout. Et donc on a perdu 3 millions de francs du jour au lendemain. Or, Georges Frêche nous a retiré des quantités a retiré à Midi Libre, pardon, des quantités d'annonces régionales pour faire pression. Ça n'a jamais marché, hein. Mais enfin on a quand même perdu du argent. C'est gênant. Surtout quand il faut payer les journalistes. Voilà, donc voilà. Donc je parlais du New York Times, du Canard enchaîné, des journaux gratuits, etc. Tout n'est pas simple cependant. Car si le service public, merci, est libre de pression publicitaire, le service public de la radio et de la télévision, surtout de la radio d'ailleurs. La télévision, ils en ont un peu hein, quand même. Il n'est pas exempt, ce service public, des pressions syndicales ou idéologiques. L'AFP, on connaît bien l'AFP par exemple. Ça fait 30 ans que je travaille avec. Et alors, entre agences, ils se flinguent et vous disent, ah ben tiens, alors je ne cite pas l'agence, un jour je m'étonnais du contenu du service social d'une agence. Nous avions 2 agences à l'époque. Et donc il y avait les technico-commerciaux de l'agence concurrente qui passaient, puis je m'en ouvre, je leur dis, mais c'est bizarre, la couverture des questions syndicales, des conflits sociaux, etc., par votre agence concurrente est assez surprenante. Et vous dire, c'est pas étonnant, c'est une cellule de l'OCI.
l'OCI, c'était l'Organisation communiste internationaliste, trotskiste, quoi, voilà. Bon. Ça a pu changer depuis, hein, mais c'était, c'est pour vous dire, il y a de la cooptation dans ces services publics. L'AFP étant un quasi-service public, puisqu'il est très souvent déficitaire, et puis qu'il a un statut tout à fait particulier. Bon, voilà, donc c'était pour illustrer un petit peu ce propos. Comme quoi l'intérêt des lobbies, qu'ils soient financiers, publicitaires ou syndicaux ou politiques, n'est pas localisé toujours dans les milieux les plus visibles. Bon, essayons maintenant quelques pistes pour respecter cette... Non, j'ai pas tout à fait terminé ce passage d'ailleurs. Si, voilà, ça va. Voilà, oui, je continue, excusez-moi. La sincérité de l'écrit est un autre élément clé dans l'appropriation du réel. Ça peut paraître paradoxal, après que nous avons noté qu'il impliquait l'intervention manifeste du témoin dans l'élaboration du message, donc la question de la sincérité de l'écrit. 10 photographes, je vais l'illustrer, feront à peu près, à peu de choses près, la même photo d'une conférence de presse. 10 rédacteurs en donneront 10 comptes rendus sensiblement différents, car plus ou moins consciemment orientés. Mais nous l'avons vu, la prégnance du réalisme photographique peut masquer son intention, Si les 10 photographes ont produit 10 mêmes photos à la conférence de presse, c'est que l'organisateur de la conférence et le conférencier lui-même les ont préparés à saisir la même image. On connaît très bien dans les grandes manifestations, on fait ce qu'on appelle des poules de photographes, on les met à certains endroits et tous font la même photo au même moment. Puis il y a 3, 4 poules comme ça. L'Église le fait très bien d'ailleurs. Je me rappelle avoir participé à une visite du pape à Lourdes et les photographes étaient répartis par poules et puis il ne fallait pas qu'ils en sortent. C'est aussi une question de sécurité, mais de sécurité pas seulement physique, c'est une sécurité d'image. Il sera donc bien difficile, dans ces conditions-là, au photographe de traduire par sa photographie cette mise en scène, puisqu'il est parti d'une mise en scène. A l'inverse, si l'auteur du compte-rendu écrit peut peiner à décrire par le menu les apparences que transmet la photo, et même la totalité des propos que peuvent transmettre radio ou vidéo, Internet en particulier, il apportera ce que les techniques de l'image ne transmettent pas, l'interprétation nourrie d'un outillage culturel dont nous avons évoqué la teneur. Et ce qui est essentiel dans l'approche de la vérité, la sincérité. Il assume en effet sa part de subjectivité par le mode même de la transmission verbale, qui est par nature interprétative, et par la signature et donc l'engagement qu'il y appose. La vérité, c'est la vérité du sujet étudié, mais c'est aussi la vérité du sujet étudiant. La vérité de l'homme entier, acteur et témoin, doué de ce retour critique qui fait sa spécificité, et à travers cette vérité, la vérité de ce qu'on pourrait appeler le plan divin. La vérité n'est transmise que par fragments colorés, paradoxaux, par des transmetteurs vers des interlocuteurs qui l'interprètent à leur tour. La vérité n'est pas dans les médias, ce sont eux, les médias et leurs lecteurs, qui sont partie de la vérité. Une vérité ultime qui ne se filme ni ne s'interviewe, mais qui se contemple et qui se vit.